Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. J'avais demandé à mon frère de me faire un signe parce que je devais prendre une décision. En tout cas, c'était reprendre le sans solde. Enfin non, mon congé sans solde s'est terminé. C'était en septembre et en décembre, je devais retourner dans les avions. C'était ça, on était à la deadline, ça n'avait pas marché vraiment jusque-là. Et je devais donner une réponse à Air France. Et j'ai dit, si tu me fais un signe dans la minute, je sais ce que je réponds sur le mail. Est-ce que je prolonge ou est-ce que j'arrête? Et il y a une plume blanche qui est tombée à ce moment-là. Et j'habite à Paris, j'habitais à Montorgueil, j'avais 2 Velux, il n'y avait aucune raison qu'une plume tombe à ce moment-là dans l'appartement. Voilà. Et donc, j'ai dit, bon, bah, tu peux continuer. Voilà. J'ai continué. Waouh! Merci d'être avec nous. Bonjour, bienvenue. Voici cette nouvelle rencontre. Somme toute particulière, évidemment. On va accueillir quelqu'un d'abord que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, celui qui a fait son dernier vol il y a quelques années maintenant, pour justement prendre son envol de son côté, et Dieu sait que ça marche bien, il est en tournée un petit peu partout. On va l'accueillir avec grand plaisir et voir un petit peu ce qu'il vient faire sur une chaîne dédiée au bien-être, à la spiritualité et à tous ces sujets qu'on aime tant aborder. Jean-Philippe Janssen. Bonjour, quel accueil, quelle présentation, mon Dieu. Ça va? Je suis déjà comblé, on peut arrêter là, ça va très bien. Ça va être ça. Et c'est vrai que dans cette dimension de bien-être, le rire fait quand même partie, c'est la base du bien-être. Pour moi, oui. Déjà, je trouve que c'est plus dur de faire rire que de faire pleurer. Oui. Donc, c'est important de faire rire. Mais c'est important qu'on me fasse rire aussi. Moi, j'aime bien les gens qui me font rire. Et voilà. Déjà, ne serait-ce que même sans le rire, le sourire, ça change tout. Et tu sais pourquoi je t'aime bien? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu es dans la vie comme tu es sur scène. Et Dieu sait qu'il y a énormément d'humoristes qui ont une façade d'humoristes quand ils sont sur scène, et dès l'instant où on les côtoie un peu backstage, c'est plus vraiment les mêmes personnalités. Bah, c'est gentil de me le dire. Alors après, je sais pas, j'espère que je suis sur scène comme je suis dans la vie. En tout cas, j'ai une certaine vérité que je garde. Par contre, j'ai un côté quand même clown triste où je suis pas, je monte pas sur les tables chez moi pour faire rire ma chatte, par exemple, tu vois. Ouais. Mais j'ai des fois des périodes de down, mais je crois qu'elles sont nécessaires parce que du coup, t'apprécies 2 fois plus. Et en fait, plus que je me replie en côté dramatique, plus je sais que mon ressort comique après va être incroyable. Donc t'as des coups de blues? Ouais, des gros, ouais. Ouais, j'ai des périodes de pas faciles parce que après, comme c'est une nouvelle vie à gérer aussi. Il y a quand même ces trucs où des grands contrastes où la veille t'es applaudi sur scène, on fait Jean-Philippe, et le lendemain tout s'arrête, tu rentres chez toi, t'es tout seul. Ça, j'ai eu du mal à le gérer au début de cette notoriété fulgurante. J'ai eu du mal avec ça. Ouais. Bon, on va voir le parcours. Tu as vu le visuel qu'on a mis, PNC à vos portes. Oui, ça ne parle pas du tout. Je sais pas ce que c'est comme décor. Armement des toboggans, contrôle du vis-à-vis. Et sais-tu pourquoi on dit contrôle du vis-à-vis? Parce qu'il y a 2 personnes qui sont chacune à une porte, et elles vont contrôler ce que fait l'autre. Ah, c'est bien! Parce qu'on part du principe qu'on n'a pas confiance en l'autre, donc on vérifie ce qu'il a fait. Ouais. Ah, non, mais et en plus, c'est bâclé. La plupart du temps, quand ils vont contrôler l'autre, ils font un petit truc comme ça, une tapote comme ça. Moi, j'ai déjà fait un vol avec une hôtesse qui n'a pas bien regardé. Il suffit d'une interruption de tâche, quelqu'un qui te parle au moment où tu dois le faire. Je dis, t'as vu mon vernis à ongles, voilà ça. Et elle a oublié et elle a déployé le toboggan à Roissy. Je peux dire que les gens se souviennent encore. Hein. Et ça fait parce qu'un toboggan qui se déploie, voilà. Donc moi, je vérifie. J'ai dit que tu avais fait ton dernier vol. C'était quand d'ailleurs? C'était en 2016. 2016. Et j'ai démissionné, parce que j'avais pris un congé sabbatique et j'ai démissionné en 2018. Ouais. C'était en 2016. Alors, il faisait pas rêver mon dernier vol. En général, tu choisis ton dernier vol et tu choisis l'équipage quand c'était ton dernier vol. Oh, génial. Donc, et là, bon, comme moi, j'étais entre 2 activités, j'ai pas vraiment pu choisir l'équipage avec quelques copains, mais j'ai pas choisi la destination. Je me suis retrouvé à Kinshasa. Et ben, ça fait moins rêver que quand même. Pour mon dernier vol, j'ai dit, ils m'ont gâté. Tu faisais que des longs courriers? Ouais. J'ai fait 2 ans de moyen courrier en commençant, pour faire tes armes, tes classes un peu. Et puis après, moi, je voulais voir le monde, donc j'ai fait que du long courrier. One thing for sure, life is so simple. Get up in the morning, be grateful. Be grateful. Grateful.
Don't have expectation. The moment you have expectation, and if it is not fulfilled, you become so unhappy. So I always say, whatever you do in life, just have two things. It can be, it cannot be. But be happy with both. So living moment to moment without expectation much is the best way of living, because for me, everything is happening now. On a le sentiment, dans ton parcours de vie, on va y revenir, et puis on va parler évidemment de cette dimension bien-être, spirituelle, parce que tu es très spirituel. Ouais. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, le rire, être spirituel, c'est avoir de l'humour. Déjà, et puis oui, puis il faut savoir, il y a une espèce de profondeur, sinon tout reste superficiel et c'est pas, voilà. Non, mais même dans ce dont je me sers pour faire rire, il y a quand même un fond, enfin, Ouais. et aussi c'était une façon de faire accepter mon homosexualité à l'époque, le rire, de me moquer de moi-même avant que les autres le fassent, de m'accepter, et je me suis toujours fait accepter par le rire. Donc voilà, il y avait une profondeur, c'est-à-dire que même les plus intolérants à moi m'ont accepté parce que je les ai fait rire. Donc c'était une arme en fait finalement l'humour. Mais en fait, c'est là où je dis que tu es dans la vie comme tu es sur scène, c'est-à-dire que ce côté un peu exubérant que tu peux avoir, que tu assumes complètement, j'imagine, Oui. parce que c'est ta personnalité, tu l'as dans la vie de tous les jours. Oui, ah oui, j'aime bien, et puis j'aime pas les blancs, donc j'aime bien combler. J'ai toujours peur. T'aimes pas les blancs, les temps morts, tu veux dire. Oui, non, cette phrase c'est pas raciste. Hein, ne la sortez Je pas me suis du dit, contexte, nom de s'il vous plaît. Dieu, Ah. qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il Non, dit? j'aime Oui. pas les blancs de parole. Oui, c'est ça, Et c'est pas- donc c'est vrai que ouais. j'essaye toujours de combler parce que je veux pas que les autres soient mal à l'aise. Donc c'est pour ça que peut-être que des fois j'en fais des caisses, mais en tout cas ça a le mérite d'être bienveillant en tout cas de ma part. Ouais. Cette histoire, ton parcours de vie, je trouve que ça mériterait, encore une fois, de faire l'objet d'un livre dédié, et pas nécessairement un livre comme celui que tu as écrit, dont on parlera tout à l'heure, mais tu devrais raconter ça. Alors, c'est un projet. Hein. j'imagine. C'est work in progress, c'est en cours. Évidemment. Ça fait un moment que j'y pense. Je cherchais l'angle d'attaque pour expliquer, parce que je voulais pas faire ma vie, mon œuvre, c'était pas ça. Ouais. Je voulais partir sur un sujet particulier, notamment sur ce revers de la médaille quand on change de vie, il y a ce que les gens voient et ce qui se passe vraiment, et il faut savoir faire un mix des deux. Et donc je suis parti sur ce sujet-là. Donc il y a encore une profondeur dans ce que je veux raconter. Ouais. Alors ça, évidemment, on l'attend parce que je pense que ça va énormément plaire. Et puis il y a aussi ce côté où on a envie de savoir qui est le vrai Jean-Phi dans la vie de tous les jours. Tu disais que tu as des phases de down de temps en temps, et c'est normal. Tu disais aussi que tu te sentais bien dans ce studio comme à la maison où tu pourrais être en slip. Et sur le canapé. Et sur le canapé. Tu sais, je vais te dire, il y a des choses je crois que je suis un peu fétichiste aussi, hein, mais il y a des choses qui me rassurent dans la vie, c'est les coussins, les tapis, les lampes. Donc j'ai ça partout chez moi. Je dois avoir, j'ai compté la dernière fois, j'ai 40 mètres carrés, mais j'ai 120 coussins. Et je dois avoir une vingtaine de lampes, des tapis, je les change tous les 2 mois. J'en ai 7 à la cave, mais 2 dans l'appartement. Puis j'ai un appartement de 40 mètres carrés, mais j'ai des tapis de 3 mètres. Ça me rassure. J'ai besoin d'un cocon. Et après les objets, voilà, les objets et les objets qui ont une âme, les trucs qui me rappellent des souvenirs. Je vais souvent au Puce à Saint-Ouen. Je regarde toujours Affaires conclues au cas où je trouverai un truc. Bah tu vois, j'ai ce côté où les objets me rassurent. Donc chez moi c'est chargé. Est-ce que tu crois aux objets qui ont une mémoire? Oui. Ah oui, bah oui. Complètement. Donc le fait d'aller comme ça dans les puces ou éventuellement dans des brocantes, ces objets que tu achètes, ces meubles que tu achètes, ces trucs de déco ont une histoire. Oui, ou même ceux que ma famille m'a transmis ou ce que j'ai. Je sais qu'il y a une âme. Et des fois, j'achète des objets, mais je sais pas par qui ils ont été portés, des bijoux ou des machins. Et ça te gêne pas? Je les fais nettoyer. Donc tu fais comment? Avec de la sauge et tout. Je fais nettoyer, voilà, et je fais venir quelqu'un chez moi. Moi, je suis très et la personne, sans que je lui dise quel objet j'ai acheté, va me dire ça c'est pas bon, c'est bon. Et donc je supprime l'objet. C'est pas grave. Ouais, je prends pas de risque. Mais à côté de ça, il y a quand même beaucoup plus d'objets qui sont chargés positivement que négativement. Oui. Voilà. Mais tu es très sensible à ça. Ouais. Même quand tu rentres dans un lieu. Oui. Et puis après. Tu sens.
Oui, ouais, et puis après, quand j'ai joué dans des théâtres, j'ai eu la chance de jouer au Bouffe parisien, mais je sentais l'âme de Brialy, je sentais des choses comme ça dans le théâtre. Donc j'aime bien les appartements tout biscornus dans des trucs haussmanniens plutôt qu'un truc neuf construit sur plan. Je n'habiterai jamais là-dedans. Moi, il me faut, voilà, j'ai besoin de sortir des murs porteurs. Il faut qu'il y ait une âme. Hein. Ouais. Quelque chose. Et puis il y a des choses chez moi. Par exemple, c'est pas anodin. Bon, je suis très mystique. J'ai été élevé chez les bonnes sœurs, donc la religion c'est quelque chose qui fait partie de moi. Je prie beaucoup Saint Rita, je fais des prières, hein. Je prie beaucoup Saint Rita, je prie avant de monter sur scène, et je m'adresse au Sacré-Cœur tous les jours, il est en face de chez moi. Donc je l'ai devant mes fenêtres, donc tous les jours, je me lève et je fais ma prière au Sacré-Cœur. Donc j'ai quand même ce truc, je parle à mes morts, mais mon frère, voilà, mes morts sont très importants dans ma vie, je prends jamais une décision sans les consulter. Je leur demande un signe, et en général j'ai le signe que je veux. C'est ce que j'allais te dire, tu les sens? Ouais. Ah ouais, c'est mes anges autour de moi. Ouais, je crois à tout ça. Ouais. Donc le meilleur, là où je me sens le mieux pour être serein, c'est rentrer dans une église. Ça te calme tout de suite. Tu peux être en gros stress, tu peux être pas bien. Rentre dans une église, le silence qui s'impose à l'intérieur, plus tout ce que tu vas sentir, ces odeurs. Et là, ça t'apaise. Ouais, direct. Ouais. Ce bien-être, tu vas le chercher où en général quand tu as besoin de bien-être? Parce que tu ne te réfugies pas en permanence dans le rire. Non, alors j'aime beaucoup j'aime beaucoup écouter la musique, j'aime beaucoup regarder des films. Des fois, je regarde des films à pleurer, j'ai besoin de pleurer. Donc, je regarde des films à pleurer où ça connecte des émotions. J'ai besoin de me sentir connecté avec des émotions. Pleurer, c'est pas forcément c'est bien aussi. Hein, c'est libérateur. Hein. C'est évacué. Ouais. Donc, je fais ça. Qu'est-ce que je fais d'autre alors, je suis pas très balade dans la nature, faire des randonnées, non. Oh. Quand les gens ils me disent, j'ai fait 200 km, quand tu montais en haut de la montagne, c'était beau. Je dis, ouais, moi j'y suis allé en voiture, t'es aussi beau en voiture. Non, mais je veux dire, tu parles aux arbres, tu enlaces les arbres, tu ressens ça ou pas? Plus je vieillis et plus je ressens le besoin de remonter dans le nord, dans mon nord natal, le nord que j'ai fui. Ouais. Parce que quand j'avais 18 ans, faire son coming out dans le Nord, c'était compliqué. J'ai fait mon coming out et pour pas indisposer mes parents, ma famille, parce que c'était beaucoup les on-dit à l'époque et c'était pas aussi bien accepté qu'aujourd'hui. Je suis parti vivre dans le Sud, à Montpellier. Mais en vieillissant, j'ai besoin de retourner dans le Nord, de retourner chez mes parents. Alors, c'est plus la maison de famille parce que mes parents ont perdu leur maison de famille, mais c'est la maison de mes parents. Et la première chose que je fais en arrivant chez mes parents, c'est je marche pieds nus dans le jardin. Voilà. Je touche l'herbe. Les énergies du sol. Ouais, et puis avec on va à la pépinière avec ma mère, on achète des plantes, je les plante, et comme ça, quand je reviens, je vois si elles ont grandi. Et puis, comme ça, ma mère, quand elle regarde les plantes, elle pense à moi. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, évidemment, pour ceux qui n'ont pas vu les spectacles de Jean-Phi, vous avez un train de retard. Il y en a quelques-uns. Il est en tournée un petit peu partout en France. Il y a au moins sur son site internet toutes les dates pour ce spectacle qui est absolument fantastique et qui va vous permettre aussi de voir un petit peu son histoire, son parcours, toutes ses anecdotes, évidemment. Et on sent que dans ton histoire, j'ai le sentiment en tout cas, on sent que dans ton parcours, tu t'es laissé un peu porter par les événements, que tu n'as pas nécessairement poussé pour que ça arrive. Est-ce que j'ai tort? Ouais, non, en tout cas, j'ai pas forcément voulu ça. J'avais pas de velléité d'artiste en étant gamin. J'avais dit un jour je serai une vedette, tu vois, j'avais pas cette ambition. Enfin, tu faisais le clown dans les avions quand même, hein. Je voulais faire rire. Et je tenais ça de ma mère, parce que ma mère m'a appris l'autodérision, voilà. Et moi, c'est que de l'autodérision. Je me moque surtout de moi, de ma famille, mais rarement des autres. Et justement parce que ma mère a toujours eu des problèmes de poids, ma mère s'est toujours moquée d'elle-même avant que les autres le fassent. Donc comme ça. Tu t'en occupes bien dans les spectacles aussi, hein. Elle m'a permis, elle m'a permis de le faire. Et moi, je me moque de moi. Si tu te moques de toi avant les autres, tu leur laisses pas de prise pour t'attaquer. Et ça, ça veut dire que tu assumes tout. Et j'assume beaucoup de choses. Donc je laisse peu de place à l'attaque parce que c'était une façon de désarmer ceux qui s'occupaient de ton cas. Ouais. C'était stratégique et puis au moins on pouvait voilà, si t'es toi-même on peut rien te reprocher. Donc et quand on dit la vérité, voilà. Et ma mère m'a transmis ça. Donc ouais, c'était important pour moi de transmettre ce que ma mère m'avait transmis, de me moquer de moi et puis et au-delà de ça, j'ai mesuré que ça plaisait. Donc, non, c'était pas un calcul. Et donc, quand je suis arrivé dans les avions, je me suis tout de suite rendu compte, parce que quand je suis rentré à Air France, on m'a demandé de rentrer dans une espèce de moule. C'est Air France qui véhicule le chic français à l'étranger, c'est une certaine image de la France. Il y a quand même des codes que j'avais pas forcément en rentrant à Air France. On m'attendait pas, le ch'ti. Et donc, on m'a demandé de gommer mon accent. Bien sûr, j'imagine. Parce que ça faisait pas chic de parler comme ça en première. Ouais. Et donc, mais très vite, je me suis aperçu
que quand je parlais de cette façon formelle, les gens parce que je représente Air France, je suis en uniforme, donc je représente une compagnie. Mais sitôt que j'utilisais cet accent, j'ai désamorcé des conflits avec l'accent. J'ai pu annoncer, et les gens préféraient, même le passager en première à qui je servais son vin en lui présentant la bouteille, le millésime et le cépage, et qui en avait rien à foutre de ce que je lui disais parce qu'il sait même pas ce que c'est le vin. C'est un Américain. Et je dis, tu en veux du rouge? Il disait, bah oui. Et voilà. Donc, il y avait un côté plus authentique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui plaît aux gens, c'est que on est à la recherche de authentique, de vérité, de pas de choses fabriquées. Et donc, moi, ça m'a toujours servi, en tout cas, l'humour. Et donc, par digression, tout doucement, je faisais rire dans les avions, et c'est pas moi qui dis je vais être artiste, c'est mes collègues et les passagers qui me disaient Jean-Phi, t'as un don. Mais pas une seule fois, tu te dis j'aimerais être sur scène. Non. Alors moi, ma scène à moi, c'était et les avions, et quand j'arrive en escale, c'était les crew lounge. C'est-à-dire que les crew lounge, c'est là où tous les équipages du monde entier se retrouvent dans une pièce qui nous est dédiée dans les hôtels du monde entier. Et en général, je voyais bien que je captais le lead, et quand je racontais une histoire, ça se regroupe autour de moi, et j'avais tout de suite 100, 200 personnes autour de moi. Incroyable. Donc c'est mes collègues qui disaient tu vois bien que t'as un truc. Donc écrire, raconte des histoires. Et c'est une copine hôtesse de l'air qui m'a inscrit à mon premier concours d'humoriste. J'y serais jamais allé moi-même. Je pensais que ça serait un hobby de faire un petit peu de scène par-ci ou d'animer des mariages. Je le faisais. Et puis finalement, j'ai fait un tremplin d'humour et ça m'a amené là où je suis aujourd'hui, jusqu'au repérage de Laurent Ruquier à Avignon. Voilà comment c'est parti. Mais c'est parti d'un rien. En tout cas, c'est pas parti d'une ambition de carrière. Ouais. Et c'est là où on se dit que, encore une fois, tu ne forces pas le destin. Ouais. Et que les choses arrivent comme ça assez naturellement, quoi. Oui, alors naturellement, mais pas et forcément, en bossant. pas forcément facilement. Bien sûr. C'est-à-dire que au moment où je commence à faire de la scène à Paris, c'est-à-dire prendre un congé sans solde d'Air France, et sans solde, c'est quand même un filet de sécurité. Mais c'est sûr. Ça reste sans solde, et sûr. je commence pile au moment des attentats à Paris. Pile, les salles de théâtre se vident, il n'y a plus personne, je joue mon spectacle devant personne, je dois de l'argent au théâtre tous les mois, la banque c'est mon réveil matin pendant 2 ans, c'est monsieur Janssen, votre compte est débiteur, oui je vais le rebiter madame, c'était compliqué, et j'ai pas payé mon loyer pendant 1 an, j'ai eu cette période, alors ça n'a pas duré longtemps, 3 ans, c'est pas beaucoup dans ce Mais monde. c'est suffisamment pour te décourager. J'ai eu des gros doutes. J'ai dit, t'es sûr que tu veux faire ça après 20 ans d'ancienneté Air France? Est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Mais j'avais cette petite flamme qui disait, oui, mais non, parce que même quand tu joues devant 3 personnes, elles rigolent les 3 personnes. Donc le problème n'est pas, le problème est de te faire connaître. C'est pas ton texte, c'est de te faire connaître. Donc là, j'ai décidé de faire tous les cafés théâtres de France et de Navarre. J'ai été à toutes les foires au boudin de partout. J'ai fait tous les ceux d'entreprise. J'ai joué pour qu'on me voit. C'est comme ça. Mais j'avais l'envie. J'avais la foi. Ouais, t'avais la foi. Ouais. Alors justement, est-ce que cette foi, tu l'as questionnée? Est-ce que cette foi, parce qu'on a le sentiment qu'il y a peut-être des choses que tu ne dis pas, notamment quand tu as cette intuition plus, où tu ressens des choses, où tu entends des choses. Est-ce que tu questionnes pour avoir des réponses? Après, je suis très superstitieux, donc il y a beaucoup de choses, mais j'ai beaucoup questionné. Mon frère, c'est un de mes anges, j'ai perdu mon frère, et puis Arlette, c'était la meilleure amie de ma mère. C'est des gens comme ça qui sont autour de moi, donc je questionne et je demande des signes, et des signes, j'en ai eu, qui m'ont dit continue. Alors après, on n'y croit pas, mais en tout cas, moi, ça m'a donné ma ligne de conduite. Ouais. Exemple de signes. J'avais demandé à mon frère de me faire un signe parce que je devais prendre une décision. En tout cas, c'était reprendre le sans solde. Enfin, non, mon congé sans solde s'est terminé. C'était en septembre, et en décembre, je devais retourner dans les avions. C'était ça, on était à la deadline, ça n'avait pas marché vraiment jusque-là. Et je devais donner une réponse à Air France. Et j'ai dit, si tu me fais un signe dans la minute, je sais ce que je réponds sur le mail. Est-ce que je prolonge ou est-ce que j'arrête? Et il y a une plume blanche qui est tombée à ce moment-là. Et j'habite à Paris, j'habitais à Montorgueil, j'avais 2 Vélux, il n'y avait aucune raison qu'une plume tombe à ce moment-là dans l'appartement. Voilà. Et donc, j'ai dit, bon, tu peux continuer. Voilà. J'ai continué. Waouh. Alors, ça, hasard d'un pigeon qui passe. Non, il n'y a pas de hasard. Non, en tout cas, pour moi, c'était ça, la plume blanche est tombée. Ouais. Et voilà, les aficionados savent ce que c'est une plume blanche. Exactement. Et on est bien au courant de tout ça. Oui, dans les phases où, effectivement, tu parlais de ces phases de doute, tu as connu les périodes de souffrance, boulimie, anorexie et toutes ces choses-là.
Parce que je suis du Nord, ma mère est une, mon background est polonais et ukrainien. Donc de par tes grands-parents, ouais. On a une bonne ossature et ma mère cuisine bien au beurre, tout au beurre. Oui. Donc moi j'étais un gamin qui aimait la vie, qui mangeait, parce que pour ma mère, comme pour beaucoup de gens, la santé ça passe par mange, gamin, mange, il faut qu'il mange. Et donc je mangeais, donc j'étais bien. Et ça tu t'en rends pas compte quand t'es gamin. C'est à la puberté quand tu commences à avoir le regard des autres et toi à regarder les autres que tu te rends compte que tu n'es pas dans la norme. Et donc là ça m'a apporté cette souffrance où j'ai, et en plus j'étais pensionnaire dans un institut catholique, donc je rentrais pas chez moi le soir, j'étais chez les bonnes sœurs avec cette austérité, donc je pouvais être anorexique, personne ne le voyait, c'est-à-dire que je mange ou pas à la cantine, tout le monde s'en foutait. Et voilà, et j'avais perdu je crois que j'avais perdu presque 20 kilos en 2 mois. Et donc, ça m'a amené à l'hôpital, tout droit, parce que voilà, il faut se faire accompagner. J'ai dû me faire accompagner après. Et je conseille à tous les jeunes qui nous regardent, si vraiment vous ressentez ce problème, que ce soit boulimie, anorexie, consultez. On connaît bien le problème maintenant. C'est plus comme il y a 30 ans. Il y a des vrais accompagnements, des choses qui peuvent vraiment vous aider dans l'acceptation. Et je trouve que c'est important de le faire parce que moi, j'en ai souffert et j'ai failli descendre bien plus bas. Donc, c'était important à un moment de trouver quelqu'un. Mais quand on parle de boulimie, d'anorexie, c'est révélateur d'un mal-être. Oui. Quel était ce mal-être? Je trouvais pas ma place. Je trouvais pas ma place au sein des autres. Alors je faisais rire pour être accepté dans les groupes, mais il y a quand même l'adolescence, les pulsions sexuelles et les machins. Et je voyais bien que j'attirais pas ou mes targets n'étaient pas les bonnes. Enfin, en tout cas, ça se passait pas bien. Et plus il y avait cette homosexualité que je cachais encore à l'époque, parce que à la puberté, on s'en aperçoit. Je le savais bien avant, mais c'est confirmé à la puberté. Et là, je me suis dit bon. Et donc on sort avec des filles pour faire comme tout le monde, pour montrer copain. Ma première relation sexuelle était avec une fille pour mon père, parce qu'elle venait dormir à la maison et j'étais sûr que si mon père il me voyait entrer dans la même chambre qu'elle, il serait rassuré. Alors par contre je dois dire ça, c'est pas quelque chose qui me dégoûtait, c'est juste je savais que c'était pas ma voix, c'était pas moi. Mais donc en fait je luttais contre moi tout le temps en fait et ça c'était dur de pas être qui je voulais être. Et personne ne s'en apercevait? Ma mère, je crois qu'elle a toujours su. Après, j'avais un père qui était très présent dans l'éducation, puis c'était ce modèle d'éducation, le patriarcat. Ma mère a travaillé tardivement. Enfin, il y avait quand même ce côté où l'autorité du père était plus forte que la mère, je pense, en tout cas dans ma famille. Et donc, ma mère jouait souvent la médiatrice avec mon père. On passait par ma mère pour avoir des trucs par mon père, mais affronter mon père directement, pour moi, c'était compliqué. Et je savais que mon père, il avait cette image de virilité, donc je le cachais parce que je voulais pas non plus embarrasser ma mère. Mais ma mère, d'ailleurs, quand je lui ai annoncé, elle le savait. Une mère, elle sait tout. Juste, elle a eu la confirmation. Mais je crois que c'est ça, ce mal-être. C'est tout ce que je ne pouvais pas m'avouer à moi-même, puis encore moins aux autres. On sent la belle complicité et le côté fusionnel avec ta maman. Hein. Parce qu'elle a tout fait pour moi, parce qu'elle y a toujours cru. Parce que quand j'étais gamin, quand j'avais 7 ans, j'ai failli mourir. J'avais eu un abcès suite à l'arrachage d'une dent, je te la fais courte, mais en gros, il y avait un abcès qui s'était formé ici, et un matin de Noël, on m'a emmené en hélicoptère à Lille, au CHU, parce que j'avais la carotide qui allait éclater, et donc mon pronostic vital est engagé, et je suis resté 8 mois à l'hôpital. Avec ce truc, et ma mère était à chaque instant à côté de moi à ce moment-là. Elle était dans la chambre particulière pendant les 6 mois à côté de moi. Ça soude. J'avais 7 ans, et voilà, mon père s'est occupé des autres, mais moi, c'est une période de ma vie ce qui est très forte. Et donc, ma mère, je crois qu'elle a toujours eu peur de me perdre, parce que déjà, je suis issu d'une grossesse difficile. Ma mère est restée allongée 8 mois pour m'avoir. Donc, je crois que ça nous soude très fort. En plus, à l'époque, il n'y avait pas autant de progrès en sciences que maintenant. Et ma mère qui était alitée parce que sa grossesse était difficile, c'était au mois de juillet et elle me sentait plus bouger en elle. Elle disait qu'il y avait un problème. Et ils avaient fait des analyses et elle a reçu la lettre le 13 juillet au soir, enfin les résultats, sans explication de médecin. Et on lui a dit qu'il y avait un soupçon pour que le fœtus soit mort. Et donc pendant tout un week-end, ma mère a cru que j'étais mort dans son ventre. Parce qu'elle ne pouvait pas avoir de réponse avant lundi. Sauf qu'ils s'étaient trompés de dossier. Mais imagine l'impact que ça a eu. Donc je suis sûr que y a un truc de la mémoire du corps, de la mémoire cellulaire, qui fait que ma mère et moi, on se rappelle de ça, voilà, j'ai même pas besoin de parler à ma mère, hein, je comprends dans ses yeux, je lis ce qu'elle veut me dire. Donc
Voilà, je sais pas, j'espère que, je sais pas si tous les fils sont fusionnels. Ah, les homos avec leur mère en général, il y a un rapport particulier, mais moi la mienne, je me sens, oui, elle y est très, ouais, à elle. C'est pour ça que c'est ma meilleure muse, c'est mon meilleur public. Quand j'écris un sketch, je le lis à ma mère avant. Si ma mère rigole, je sais que ça marchera. Si elle ne rigole pas, je sais qu'il faut que je le réécrive parce que c'est un baromètre. Elle me connaît bien et voilà. Et tous les conseils de ma mère, même qu'elle me dise des vérités qui soient bonnes ou mauvaises, je les accepte parce que je sais que elle, c'est le baromètre, c'est la raison, ma mère. Et c'est quand même elle qui est aussi à l'origine de ton succès parce qu'elle a été à l'origine de tes premiers sketchs. Ouais, ben d'ailleurs. Et elle a pris sévère, hein, si je puis me permettre l'expression. Elle a pris cher. Elle a pris mais cher. dès que j'ai commencé, elle m'a toujours dit ça, ma mère. Elle m'a dit, tu sais, gamin, même que si tu me désignes, ça fait rigoler, vas-y, désigne. Et j'ai eu la chance de faire ma première, un sketch avec ma mère quand j'ai joué dans mon Nord natal. J'ai fait un sketch avec elle, parce que ma mère, moi, si je fais de la scène aujourd'hui aussi, je pense que j'ai été inspiré par ça. Quand j'étais gamin, ma mère faisait partie d'un club de théâtre au village. Et au mois de juin, ils faisaient la pièce de théâtre au village de ce qu'ils avaient préparé pendant toute l'année. Et donc, moi, je voyais toujours ma mère me faire rire sur scène, parce qu'en général, comme elle était grosse, on lui donnait des rôles de mère supérieure au couvent. Ça lui allait très bien. Une espèce de Whoopi Goldberg blanche, tu vois. Et moi, voilà. Et quand elle m'a vu sur scène, à chaque fois, elle me disait, t'as de la chance. Elle dit, je me revois. Elle dit, c'était pas pareil, mais ça me rappelle des souvenirs. Et donc, quand j'ai joué à Maubeuge, naturellement, je lui dis, bah, est-ce que tu veux monter sur scène avec moi? Wow. Elle m'a dit, oui, elle a pas hésité. Je dis, bah, j'ai écrit un sketch pour nous deux. Je reste avec toi sur scène, comme ça, tu n'es pas dans la panique. Et vas-y. Eh ben, je peux te dire que j'ai écrit un fil conducteur, mais elle a improvisé, elle m'a retourné la salle. Je sais de qui je tiens, voilà. Et elle a commencé son sketch, elle a dit, oui, moi, je suis pas contente parce que ça fait des années que tu fais du fric sur mon dos, hein. Moi, j'ai pas vu l'ombre d'un copec, j'ai eu 0 royalty. Et j'ai une petite retraite. Elle dit, alors maintenant, tu vas payer. Et les gens disent, ouais, bah, tu vois, c'était incroyable. Magnifique. Et après, elle a fait un sketch sur la difficulté d'une femme vieille et grosse à être sexy en body. Donc, elle mimait les trucs. Et ben, elle m'a retourné la salle, tu vois. Magnifique. Ah oui, et puis en plus, ça fait des souvenirs qui sont fixés sur la pellicule pour moi. C'est parce que je suis à un âge où je crée des souvenirs avec mes parents. Je sais que je les aurais plus beaucoup. Et donc, là, je crée des souvenirs. Alors, tu parles assez facilement. Tu parles évidemment de ta maman, tu parles de tes parents, tu parles assez facilement de ta famille. Tu es très, très proche, hein, Ouais. de ta famille, de ta sœur. Ouais. Ma sœur Evelyne, oui. Ouais, ta sœur Evelyne, Ouais. qui a quelques petits problèmes de santé, je crois. Ouais, c'est ça. Elle était, elle est lesbienne. Déjà, c'est un gros problème. Hein, ça, excusez-moi, mais elle est plus masculine que moi, ma sœur. Non, mais elle est. Bon, après, elle a tout fait. Elle était championne d'Europe de javelot. Enfin, tous les clichés. Hein. Elle joue au foot. Elle a eu 16 ou 17 plâtres, je crois, tellement elle se battait. Et qu'elle joue au foot. Et puis après, elle a été conductrice de poids lourd. Conductrice de bus, après elle est devenue éducatrice spécialisée parce qu'elle a commencé à avoir des petits problèmes de santé et aujourd'hui malheureusement elle ne peut plus travailler dû à ces problèmes de santé qui l'amènent tantôt au fauteuil, tantôt en béquille. Enfin, c'est un petit peu les syndromes de la sclérose en plaques mais c'est une autre variante. Et bref, c'est très invalidant. Mais elle a une joie de vivre incommensurable. Mais je pense que on a le sentiment quand on voit les photos, ta famille, de toi, etc., ou de ta famille avec toi, c'est cette joie de vivre qui transpire. Ouais, c'est ça, je crois. Et vous êtes éduqué dans ce cadre-là, on a le sentiment. Oui, parce que, attention, hein, j'ai vu mes parents toujours être dans le don aux autres. Mes grands-parents ont fini leur vie chez mes parents. Parce qu'à l'époque, on ne mettait pas les gens en EHPAD, ça n'existait pas comme aujourd'hui. Et ma grand-mère a fini avec un Alzheimer, mais à l'époque, on ne savait pas ce que c'était un Alzheimer, il y a 40 ans. On disait, mamie, elle perd la boule, voilà ce qu'on disait. Et puis, et mamie était là, et ma mère a arrêté de travailler pour s'en occuper. Ma cousine a vécu chez nous parce qu'elle avait fugué de chez ses parents. Mon père est allé la récupérer à Amsterdam parce qu'elle avait de mauvaises fréquentations. Donc, elle est venue habiter, elle s'est réhabilitée pendant 6 mois. J'ai toujours eu mes parents, un chien avec un chapeau dehors, on le récupère et on lui donne à manger. Voilà ce qu'elle disait ma mère. Et donc, moi, j'ai ce côté-là. Après, on était une famille de 4. Moi, j'étais le dernier. En plus, ils avaient des difficultés à m'avoir. Donc, moi, je sens que j'étais le petit dernier et j'étais choyé comme le petit dernier. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Hein. D'ailleurs, les autres. Mais après, j'ai perdu mon frère. Et ça nous a encore plus soudés. Ça aurait pu exploser la famille, mais ça nous a soudés. Parce que c'est une mort tragique, dramatique et soudaine. Et du coup, là, on a resserré les rangs et ça fait tout relativiser. Hein, quand il y a un truc pareil dans une famille, tu te dis, bon, maintenant, profitons des bons moments et puis déclenchons-les bons moments. Quel rapport tu as à la mort? Je l'ai côtoyé très tôt, en fait.
mes grands-parents, que j'ai vu partir quand j'étais moi en 6e, mais ils sont morts chez moi. Hein, donc j'ai vu ma grand-mère agoniser, mon grand-père. J'étais là, je voulais être là. Donc très près, après j'ai vu mon frère, c'était un suicide, c'était différent. Hein. Donc je veux profiter de la vie, mais la mort en fait partie. Voilà, ça je l'ai mesuré. Et puis je sais pas si j'en ai peur ou pas. Oui, j'ai peur de mourir sûrement. Mais en avion, tu l'as déjà eu? Hein? En avion, tu l'as déjà eu? Non, alors bizarrement, je dois avoir eu 2 frayeurs dans ma carrière sur 20 ans, c'est pas énorme. Hein. Mais de toute façon, tu fais pas ce métier de steward si tu as peur de l'avion. Enfin, l'avion, c'était mon ami, j'avais confiance totale en l'avion. Et pourtant, pendant 20 ans, j'ai jamais compris comment ça marchait. Hein. Parce que je sais qu'il y a des pilotes devant, je sais que la portance, l'air, tout ça. Ouais. Mais à chaque fois, quand je voyais les valises rentrer, quand on est en Afrique, les gens ils chargeaient avec des casseroles, des machins partout. Je dis, ça ne va jamais décoller, ça ne va jamais décoller, j'en ai trop lourd, on est trop lourd. Et je voyais bien les voiles, l'avion, il pédait. Et puis on se lève et je dis, oh, ça a encore marché. Je dis aux gens, moi je trouvais ça magique. Ouais. J'ai été émerveillé pendant 20 ans. Parce que c'est pareil, moi, petit gamin du Nord, c'était pas prévu que je finisse steward dans un avion. Pour mes parents, c'est une belle réussite. Hein. Pour d'autres, ça veut rien dire, mais pour mes parents, c'est une belle réussite. Bon, en tout cas, pour ce rapport à la vente, comme tu disais, tu crois en l'après. Oui, bah oui, forcément. Oui. J'ai la foi, je crois à l'après. Voilà, je sais pas si ça s'appelle Dieu, je sais pas si ça s'appelle le paradis. Je sais qu'il y a une force supérieure au-dessus de nous et je sais que on est sûrement autre part, dans autre chose. Tu as déjà consulté les médiums? Oui, bien sûr. Alors attention, médium et médium. Mais après, je crois beaucoup aux magnétiseurs, tous ces pouvoirs Ouais, ça, j'y crois. Écoute, j'ai eu un Zona il y a pas très longtemps. Franchement, si j'avais pas eu un magnétiseur qui en 2 secondes, alors que ça faisait une semaine que j'étais sous médoc, ça marchait pas. Et je joue au théâtre, ça me brûlait, c'est très douloureux le Zona. En 30 minutes, tout était sec. Donc il y a quand même un truc. Et après, oui, consulter des médiums quand j'ai eu affaire à des grandes décisions, mais alors, il y a tout dans ce monde, il faut vraiment... mais j'en ai une bonne. Après, je fais de la kinésiologie. Tu fais de la kinésiologie? Ouais, j'adore ça. Et puis, ça m'a donné beaucoup de réponses sur moi-même et sur ce qui bloquait dans la communication avec mon père, notamment. Parce qu'à 50 ans, tu as besoin de dire des choses que tu n'as pas exprimées. Et je me suis frustré de ne pas dire des choses à mon père en vieillissant. Et d'ailleurs, j'arrivais pas à écrire mon 2e spectacle. Ça, c'est une confiance que je te fais, je crois que j'ai jamais dit à personne. J'arrivais pas à écrire le 2e spectacle. En plus, j'avais cette pression de la feuille blanche parce que le 2e spectacle est très attendu. Évidemment. Quand un premier a si bien marché, tu peux pas faire moins bien au 2e, donc tu te sens attendu. Donc cette pression-là m'empêchait d'écrire. Et chaque fois que j'écrivais un truc, je dis non, c'est de la merde. Je pensais ce que les gens allaient penser. Et puis je sentais bien qu'il fallait que je parte sur un terrain qui soit différent des avions, parce que c'était le premier, et que si j'étais repartir sur les avions, les gens auraient dit mais c'est toujours la même chose. Et donc j'ai dit mais les gens, le premier, ils viennent me découvrir, le 2e, ils viennent me connaître. Donc je dis maintenant, il faut que tu donnes de toi. Et j'arrivais pas à donner de moi, j'arrivais pas. Mon metteur en scène me poussait dans ses retranchements, j'arrivais pas à être dans l'intimité et parler de moi. Et parce que justement, si j'étais souvent exubérant, c'est pour pas avoir à parler de moi. Et oui, bien sûr. J'ai eu un déclic, je suis monté dans le Nord, voir mon père. C'était ce jour de son anniversaire, au mois de juillet. Et j'avais un peu... Alors que mon manager, mon associé, tout le monde me met des tableaux Excel en disant tel jour, telle heure, ils font un sketch. Et j'ai dit, moi, je marche pas comme ça. Tu vois. Mais du coup, ça me mettait une pression que j'arrivais pas à assumer. Et j'ai pris un train, je suis monté dans le Nord voir mon père. Et j'ai dit, papa, je crois qu'il faut que je te parle. Je voudrais qu'on discute. J'ai des choses à te dire qui vont pas être agréables, mais j'ai besoin de te les dire parce que un jour tu partiras et je veux pas que tu partes sans que je te les ai dites et sans que tu m'aies répondu. Et il m'a étonné, il m'a dit oui. Alors je les ai emmenés dans un bon restaurant, mes parents, parce que ma mère c'est la médiatrice, ça fait toujours qu'elle soit là. Hein. J'ai dit des choses sur la responsabilité, sur la mort de mon frère, c'est un suicide, hein, donc dans une famille c'est très douloureux. Plus moi, plus l'acceptation de moi et mon homosexualité à l'époque où voilà. Donc il a entendu, je crois que c'était pas facile, je balbutiais en lui disant, il m'a répondu, ma mère pleurait, il m'a répondu un peu vexé, mais en même temps il a essayé de comprendre, parce que je pense aussi que les parents en vieillissant s'adoucissent, ils ont plus les mêmes convictions qu'avant, ni les mêmes certitudes, la mort se rapproche, donc ils sont plus dans le compromis. Et là il m'a écouté, et il m'a dit, écoute, je t'ai entendu, je suis pas d'accord avec tout, voilà mon point de vue, il m'a donné le sien. C'était une journée incroyable pour moi, mais forte. Hein. Je suis rentré à Paris le soir même et dès le lendemain, j'écrivais. Et ça a tout débloqué. Wow. C'était libérateur. Ouais, ça a été libérateur.
Et j'ai eu leur aval pour écrire tout ce que j'ai écrit sur le deuxième spectacle. Il y a 2 phrases que tu ne dis pas depuis le début de notre échange. Quand tu parles de tes parents, tu dis pas les mots « je t'aime » et tu dis pas les mots « je suis fier de toi ». Alors, ma mère me le dit toujours, je t'aime. Ma mère, mon père, je pense que les 3/4 des gens qui sont malheureux sur cette terre, c'est pour pas avoir eu la reconnaissance du père. Et moi, je l'ai cherché, la reconnaissance, longtemps. Mais même dans ce face-à-face que tu as eu avec lui, c'était le moment de te le dire. Là, mais je lui en veux pas. Bien sûr. Les gestes sont plus forts que les mots chez mon père. Mon père n'est pas tactile non plus, mais s'il me serre dans ses bras, je sais ce que ça veut dire. Voilà, c'est cette génération du patriarcat qui parle pas, et puis un homme doit être fort, et ça pleure pas. Voilà. C'est ça, mon père. Sauf qu'aujourd'hui, il voit que les difficultés, ces gros problèmes de santé, et nous, on est là, on resserre les rangs autour de lui. Donc, voilà. Donc, je sais que même me serrer dans ses bras, c'est important pour lui. Ça veut dire je t'aime. Voilà, des fois, il faut juste trouver entre les lignes, ça va lire. Il est fier de toi? Alors, il me le dit jamais à moi, hein, mais il le dit aux amis de mes parents, et ma mère, parce que forcément, ma mère, elle voit mon père, elle dit « Oh, ton père, il est fier de toi ». Je dis « Pourquoi il ne le dit pas ?»« Bien, tu sais comment qu'il est, hein, c'est ma mère. » Mais par contre, quand j'entends les amis qui me disent « Oh, on a eu ton père à dîner la dernière fois, dis donc, qu'est-ce qu'il est fier, et voilà ce qu'il dit de toi. » Et voilà, et je me dis « Waouh ». Et je suis fier de mon père, moi aussi, hein, parce que j'ai vu mon père se battre pour les autres. C'est un syndicaliste, mon père, c'était un syndicaliste. Il travaillait ouvrier de nuit à l'usine pour que nous, on était 4 enfants, qu'on ne manque de rien, qu'on parte en vacances. Donc ça, je reconnais qu'à sa façon, il nous a aimés et il a comblé matériellement tout ce qu'il nous a pas donné en temps physique parce qu'il se sacrifiait pour sa famille. Donc ça, je le retiens aujourd'hui. Et j'arrive à l'analyser. À l'époque, je disais, ouais, il n'est pas là. Et puis, il s'intéresse pas à moi parce que je suis différent. Voilà, maintenant, je sais que non, c'était difficile aussi pour lui. Il faut se mettre à leur place. Hein. Ces germes éducatifs n'étaient pas ceux que moi j'ai reçus. Hein. C'est une autre génération. Ouais. Tu es en paix avec ça? Maintenant, ouais, je suis serein. Je suis serein. Et puis là, je j'ai jamais été aussi proche de mes parents que maintenant. Parce que mon père a de grosses difficultés de santé, parce que ma mère pas forcément bien non plus. Mon père, c'est un ouvrier usé par une vie d'usine. Hein. Il n'est pas vieux, mais il est déjà très vieux. Il a 77, mais son corps a 87. Et ma mère, elle va bien. Elle a le moral, je crois que ça joue beaucoup. Et je me suis rendu compte que le moral joue beaucoup sur l'impact de la vie de mes parents. Donc j'essaye aujourd'hui de leur rendre la vie belle, ou en tout cas de leur faire gagner des points de vie. Parce que ils ont ma sœur qui est malade, ils ont perdu un fils. Enfin, c'est pas... toutes les familles en karma, mais pour des parents, c'est pas dans l'ordre des choses. Donc moi, aujourd'hui, je me dis, à mon petit niveau, je suis content qu'ils voient ça de leur vivant. Tu sais, au départ, je m'appelais juste Jean-Phi. C'était juste Jean-Phi, mon nom de scène. Quand j'ai su que je faisais l'Olympia, j'ai fait rajouter Janssen sur toutes les affiches. Eh oui. Je voulais que mes parents voient leur nom, en fait. Et je voulais que mes parents voient leur nom à l'Olympia. Voilà, donc c'est ça, c'est des petits plus qui... Je suis sûr que sur leur morale, ça influe et que ça leur fait une petite maladie en moins ou un petit bobo en moins. Voilà, et je les ai vus, on a fait Drucker, ils sont montés, mes parents sur le canapé, avec Michel Drucker, c'est toute une symbolique. Consécration. Ah oui, et mes parents, moi j'avais peur. Parce que mais je m'en fous, j'assume ma famille en tout bec et ongle. Mais là, je dis, ne dérape pas, maman, ne dérape pas. Voilà, parce que ma mère, elle est nature, pas nature. Oui, mais ça s'est extrêmement bien passé. Et j'ai vu la fierté. Et là, j'ai vu la fierté dans les yeux de mon père. Parce qu'il a presque plus parlé que ma mère. Il m'a étonné. Il était prolixe. Blablabla. Et avec ses grandes théories de syndicalistes, hein, en disant, oui, nous, on l'avait prévenu. C'était pas, parce qu'il suffit pas que ça marche. Il faut que ça se pérennise dans le temps. Donc, il me dit, on dit attention, toujours. Et donc, ils sont ce côté où mes parents n'ont pas changé. Ma mère, elle a été exceptionnelle. Là, on ferait un sketch aussi. On fait Drucker, on est sur un plateau de télé, tout est éclairé, il y a des projecteurs partout, on est dans la loge, l'émission est terminée, Michel Drucker va nous saluer, il fait un bisou à ma mère parce qu'il adore ma mère. Et puis je reçois un message qui dit que le taxi est là, je dis allez maman on y va papa, il y a le taxi. Et ma mère elle dit faut peut-être éteindre les lampes non. Et ça m'a fait rire. J'ai dit, elle dit, l'énergie, c'est pour tout le monde. Hein. Oh. Et je dis, ils n'ont pas changé. Et après, elle rencontre Anne Roumanoff dans les couloirs. Anne Roumanoff, et elle lui dit, elle l'attrape par là, elle fait, bravo pour votre succès. Voilà, donc j'ai dit, mes parents n'ont pas changé. Et je trouve ça tellement beau. Ouais. Donc moi, j'essaye de garder ça d'eux. Souvent, je me rappelle. D'ailleurs, moi, tu sais, ma vie, c'est un petit peu comme si j'ai le cul entre deux chaises.
Je suis pas dans le showbiz. Je suis dans le showbiz, mais sans y être, parce que il faut bien qu'il me regarde dans comme quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et je suis plus sur ma base, parce que ma base, elle dit, bah, il est passé de l'autre côté. Mais finalement, j'ai le cul entre deux chaises. Mais finalement, je m'aperçois que les gens, quand je suis en tournée ou en spectacle, ils me parlent comme si j'étais un témoin de ce qui se passait de l'autre côté. Je suis comme eux, parce que ça m'est arrivé après 40 ans, et puis je suis simple, je pense. Je suis comme eux, mais de l'autre côté. Donc je suis un témoin de ce qui se passe de l'autre côté. Donc je savais que mon deuxième spectacle, il fallait que ça parte là-dessus, sur qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, et comment quelqu'un comme moi, qui est comme eux, vit ça. Ben, En tout cas, on sent que tu as besoin des deux. Ouais, ah oui. Ah oui. Tu as besoin des deux, oui. de revenir un petit peu à la base, au socle, ouais. Pour ensuite exceller dans ton art. Ouais, c'est ça. Et puis ça me nourrit. Bien Ça sûr. me nourrit. Et les contrastes, ça marche toujours bien en humour. Et là, les deux mondes sont contrastés. Alors, tu parlais évidemment du départ volontaire de ton frère, et tu dis cette phrase, tu dis que tu fais en sorte, en règle générale, de toujours transformer les épreuves en force. Et tu as ce sentiment que je connais tellement bien, mais on est là pour parler de toi surtout, du fait que tu t'es disputé la dernière fois que tu lui as parlé. Mais oui, puis tu vois, on a beaucoup de mal dans ce monde. Regarde, même toi, tu viens d'utiliser le mot départ volontaire. On n'ose pas dire suicide. Tu vois, Mais par respect pour toi. Oui, mais c'est quand même, faut poser les mots. Oui, après il y a la culpabilité quand c'est un suicide justement. Tu te dis quelle part de responsabilité j'ai dans ça, parce que bon, attention, la situation était difficile. Mon frère avait monté des entreprises, Ouais. mes parents s'étaient portés caution pour lui. Ouais. Il y a eu un de ces gros engins, parce que c'était du débardage forestier, c'est de gros engins qui a brûlé, et un défaut d'assurance, l'assurance n'a pas remboursé. Mes parents se retrouvaient à la tête d'une dette d'1 million d'euros à l'époque, donc on leur a tout pris. Maison de vacances, on avait une vie correcte, hein, de Français moyens. On s'est retrouvés sans rien. Moi, je devais faire des études d'attaché de presse, justement. Je devais faire les FAP, l'école française d'attaché de presse, et ça m'a été retiré. J'ai dû faire la fac parce qu'il n'y avait plus de sous. Donc j'étais dans le reproche avec mon frère, parce que moi j'étais ado, et les ados sont cruels. Hein. Et mon frère l'a mal vécu, et lui, il a refait sa vie, il s'est marié, en tout cas, il a continué, c'est à mes parents qu'on a tout pris, la maison, les machins, et après, il n'y avait plus rien. J'ai vu les huissiers venir chez mes parents, j'ai vu ma mère mettre les 4 chaises qui restaient, mettre le feu dessus avec un jerrycan, et dire, si moi je les ai pas, vous les aurez pas non plus. C'était violent, hein, quand t'as 15 ans. J'ai vu tout ça. J'ai vu mon père faire un infarctus quand la banque a bloqué les comptes. J'ai vu tout ça. Et pourtant, dans ma propre vie, j'ai reproduit les mêmes schémas. C'est-à-dire que mon premier amour, j'ai emprunté beaucoup d'argent pour lui, pour monter des sociétés, et il m'a planté, il est parti au bout de 3 ans, et je me suis retrouvé à payer 90 000 euros, comme mes parents. Mais finalement, peut-être que je suis allé là-dedans, parce que c'est un système que je connaissais, et j'avais mes repères. Je sais pas, c'est très Ou bizarre. les schémas répétitifs dont Ouais, on c'est parle ça, régulièrement. Ouais. Et la reproduction. Ouais. Mais, ouais, et mon père, mon frère... quelques années après, hein, est parti. Ça n'a pas été tout de suite après tout ça. Mais je pense que le mal-être s'est bien installé. Et puis, sa reconstruction a été compliquée après ça. Plus ses amours douloureuses. Enfin, bref, c'était compliqué. Et il a choisi de partir, ouais. Et je m'étais engueulé avec lui et on s'est pas réconcilié avant qu'il parte. Donc, tu te dis, forcément, est-ce que ça a joué? C'est pas forcément la responsabilité, mais est-ce que ça... Parce qu'il s'est suicidé, on l'a attendu, la lettre. On attend tous la lettre, hein, qui donne l'explication et qui permet de faire le deuil éventuel. Mais on n'a rien eu. Que des suppositions, que les nôtres, que nos interprétations. On a découvert des choses après. Et les langues se délient après, hein, jamais avant. Donc j'ai appris des vérités, des choses. Et j'aurais tellement voulu être en paix avec ça. Aujourd'hui, je crois que c'est mon plus grand regret de ne pas m'être apaisé avec lui avant qu'il parte. Et c'est pour ça que je lui parle souvent d'ailleurs, dans mes propos mystiques. Il fait partie. Ouais. Mais après, c'est son choix, faut respecter ça. C'est son choix. En tout cas, il est là. Ouais. En tout Ouais, cas, toujours, et il te conseille. Ah ouais. Et il doit te donner des petits coups de pied au cul pour te dire, dis donc, ne doute pas sur ça, ou ne fais pas ceci, ou ne fais pas cela. En tout cas, c'est lui qui me dit qu'il faut foncer et puis que j'ai pas de temps de perdre dans la vie. Voilà. Elle peut changer en 5 minutes, la vie. Donc, fais-toi plaisir et te prends pas la tête avec les petites conneries, les petits polluants. Voilà. C'est ce que tu te dis, ça, régulièrement? Ouais. Quand tu es face à quelques adversités, Ouais. qu'elles soient importantes ou pas, Oui. Enfin, important de pas, ça dépend. Mais en tout cas, les petits griefs, les petits gna. Enfin, je sais pas. Il y a ma pauvre Ukraine qui est en train de se faire balayer et on en a rien à foutre que telle personne ait pris 50 kilos. Enfin, tu vois, c'est ça. Voilà. Ça me permet de relativiser. Et puis, voilà. Et puis après, j'ai un truc aussi. J'ai eu ma vie qui m'a formé, c'est-à-dire que
par exemple, si je reçois, je veux pas dire ça, mes parents, ou je vois des fois la société, puisque j'ai une société, et c'est vrai que des sociétés, des fois, tu rencontres des hauts, des bas, tu reçois une mise en demeure parce qu'il y a une facture qui a été impayée, machin, mais ça ne m'impressionne pas, moi. Mise en demeure, ouais, quand je dis à mon associé, mais attends, il faut au moins en avoir 3 avant qu'il réagisse, parce que je connais tellement ce système, que les huissiers, je couchais avec pour garder mes meubles. Donc tu vois, je les connais bien ce système. Donc et puis ça va, le monde a changé. Regarde, tout le monde a des difficultés, tout le monde. Voilà, il faut juste aider. Il faut un peu d'humanité. Je trouve que ça manque tellement d'humanité. Quel rapport tu as à l'argent? Ah justement, alors là, bon. C'est bien que je bois un coup. Mais t'es fourmi ou Ah non. Bah justement, j'ai un rapport très compliqué avec l'argent parce que. J'ai vu mes parents tout perdre. Moi, j'ai tout perdu à l'époque. J'avais 22 ans quand je me retrouve à la tête d'une dette de 90 000 euros. J'ai payé pendant 15 ans de ma vie. J'ai eu une saisie arrêt sur mon salaire pendant 15 ans de ma vie pour quelqu'un. C'était même pas ma dette, mais j'ai tout réglé. Et donc aujourd'hui, je sais que tu peux accumuler, tu peux avoir plein de trucs. Je pense que j'ai beaucoup d'objets parce que ça me rassure parce que c'est de l'appartenance. Mais par contre, l'argent. Alors je partage, j'aime bien payer les restaurants, j'aime bien me faire plaisir, j'aime bien. Donc on me met souvent des red flags. On me dit attends, j'en finis, tu dépenses beaucoup. Mais non, justement, tu peux tout perdre en 5 minutes. Profite, on va pas m'enterrer avec mes liasses de billets. Hein. Alors voilà, c'est pour faire plaisir. C'est pour faire plaisir à mes parents, c'est pour me faire plaisir à moi, c'est pour faire plaisir aux autres. C'est pour avoir des belles vacances. Ouais, c'est tout ça. J'ai un rapport compliqué à l'argent, ouais. Je crois que mais par contre, j'ai la valeur des choses. Attention, pas parce que j'aime bien dépenser de l'argent que je vais dépenser n'importe comment. Bouffer une salade César à Saint-Tropez sur la plage de Pampelune, simplement parce que c'est une salade César, et quand tu es sur la plage de Pampelune qu'elle fait 60 balles, là je dis va te faire foutre. Je suis d'accord. Me prends pas pour une conne. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Donc, je sais plus, la dernière fois, j'ai été faire un caritatif à Saint-Tropez parce que Chantal là-dessous et Ziz du panier me l'a demandé. C'était une pétanque sur la place des Lys. Pour une association. Et donc, c'est pas tellement mon monde, Saint-Tropez, tu vois. Moi, si je suis milliardaire, mais je vais, avec mon yacht, je vais sur une île déserte où on me fait pas chier. Je vais pas sur le port de Saint-Tropez où il y a les suceurs de glace qui me regardent pendant que je suis sur mon bateau. C'est vrai. Et donc, je suis là-bas. Bon. Donc, je suis pas très à l'aise. Je vois que des boutiques de luxe et des Russes et des... Bon, j'ai un petit peu de mal avec les Russes en ce moment, c'est l'Ukraine. Mais du coup, je vois tout ça et je me dis, bon, c'est bien, mais c'est pas mon monde. Donc, je dis, bon, je fais le caritatif, je fais les photos, tout ça. Et donc, comme j'avais passé l'après-midi à faire des photos, des sourires, des machins, j'ai été avec un petit copain à l'époque, je lui dis, s'il te plaît, on va pas se coucher à l'hôtel direct, emmène-moi boire un verre, que j'ai un semblant de vie sociale après cette journée, parce que c'est quand même beaucoup d'énergie que j'ai donné, tout ça. Et donc, on arrive dans une espèce de truc huppé, Saint-Tropez, il n'y a pas le PMU du coin là-bas. Hein. Donc, et je vais au truc huppé de je sais pas quoi, là, les tsars, je sais pas quoi. Bon, bref, je m'installe en terrasse, je commande un verre. Le mec, il pose mon verre, il me dit qu'est-ce que vous buvez? Je dis je vais prendre ça, un cocktail. Il pose mon cocktail et là il allume les lumières, fait allez, c'est fermé, tout le monde dehors. Je dis mais à quel moment c'est honnête de me servir un verre en sachant que tu vas fermer après? Il dit oh ça va, je t'ai pas servi une bouteille. Je dis encore heureux, je me suis rassis dessus, quoi. Je dis, mais c'est, donc je dis le mec, mais franchement, c'est du bon sens. Et le mec, il dit, quoi, t'es pas content? Je dis, mais enfin. Et il dit, il a appelé sécurité, m'a fait sortir. Voilà. Et du coup, j'ai dit, ah non, Saint-Tropez, c'est hostile, c'est un monde hostile. C'est pas, moi, donc, j'ai dit, non, j'avais 2 jours encore qui étaient payés là-bas, j'ai dit, non, le lendemain, je dis, je m'en vais, je suis pas bien ici, je suis pas bien, c'est pas mon monde, j'ai l'impression d'être une blatte au milieu des scarabées dorés. Je m'en vais. Et j'ai pris un Uber pour aller à l'aéroport de Toulon, qui est à 20 minutes. Exact. Ça m'a coûté 250 balles. Je dis, définitivement, jamais Saint-Tropez, plus jamais. T'es pas showbiz? Non, en tout cas, je réponds pas à ces codes-là. C'est ça. Alors, je peux être là-dedans, mais en tout cas, je reste moi-même. Et en tout cas, ouais, et on a le sentiment aussi que si effectivement, de temps en temps, tu tombes dans cette marmite un peu dorée, un peu, voilà, tu dois à un moment donné t'extraire du truc et en disant c'est pas vraiment mon monde. Quoi. Mais par exemple, je viens pas de là. Tu vois, il y a quand même des gens dans ce milieu qui m'ont jalonné la route, qui l'ont balisé, qui me préviennent et qui sont comme moi. Laurent Ruquier, le premier, parce qu'il sait d'où il vient, il n'oublie jamais. Voilà, il est du Havre, hein, et donc il a toujours ce côté où il sait la réalité des gens et la sienne. Et Karine Le Marchand fait ça aussi avec moi. Donc parce qu'ils ont le même background que moi, je pense, le milieu familial, machin. Donc ça m'a beaucoup aidé. Avec eux, je suis bien parce que du coup, je sais que je suis moi-même. Voilà, et ça fait du bien parce qu'il y a tellement d'endroits
endroits où tu dois... Bah, alors j'y vais, parce que des fois, le washi-washa, ça fait partie du jeu, et que des fois, il faut faire du réseau, du machin, mais c'est un peu compliqué. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse te faire? Ah bah justement, de me dire que je suis vrai, l'authentique, qu'on me dit que je suis authentique. Ça, c'est le plus beau compliment. Après, on peut me dire que je suis beau, que je suis une bombe et tout, ça c'est beau aussi. Hein. ça me Ça, plaît. je prends aussi. Ah oui, ça me plaît. Bon. Un petit mot sur la paternité. Ouais, c'est pas quelque chose qui m'a... Tu y penses? Non, du tout, jamais. Non. Alors, parce que je pense qu'au moment où moi je fais mon coming out, à ce moment-là, et à cette époque-là, dans ma tête, je fais une croix sur le mariage et sur les enfants. C'était clair. Je savais pas que 30 ans après, je pourrais me marier et je dis souvent dans mon spectacle, acheter des enfants. Mais donc, j'ai pas. Alors, je suis très content pour les autres qu'ils puissent le faire et que l'égalité des droits soit enfin reconnue, qu'ils aient le droit au mariage. Alors, tu vois, déjà, le mariage, si ça a fait tant de débats et tant de foin, le mariage pour tous, c'est parce que t'as mis le mot mariage. Tu sais, quand même, tu t'attaques à un mot sacré. Donc, je pense que ça n'aurait même pas fait de vague si on avait appelé ça union. Bah, tu vois, donc, bref. Mais ils voulaient mariage, mariage. Bon, ok. Et les enfants, je suis content pour les autres. Je vois Christophe Beaugrand, mon copain, et je vois Jarry qui est heureux. Je les vois, en plus, je les vois vraiment épanouis avec ça. Donc, je me dis, ouais, tant mieux, tant mieux. Mais moi, j'ai pas ce besoin. En plus, je sais ce que j'ai fait mes parents, je sais ce que j'ai coûté en argent. Ah non, c'est trop de contraintes. Mais t'as pas la fibre. Non, j'ai pas. Alors, en vieillissant, mais j'ai 51 ans. En vieillissant, je me dis, je vais finir vieux, seul et con, à qui je vais transmettre quelque chose, tu vois. Mais pour autant, je me sens pas la fibre paternelle, l'envie d'enfant, pouponner, tout ça, non. Ou alors tu me le donnes qu'il a 10 ans direct, hein, tu vois. Mais j'ai pas envie de ça. J'ai ma chatte. Et puis après, attention, j'ai des neveux, j'ai des enfants de mon frère. Bien sûr, et les enfants de mon frère viennent d'avoir des enfants. Donc il y a un truc où je suis une bonne tata. Hein, je suis une bonne tati bonbon. Donc je les gâte. Et ça te va comme ça. Ouais, ça me va comme ça. Ouais, ça me va comme ça. Ouais. Et je sais pas si c'est égoïste ou pas. En tout cas, c'est pas un besoin que j'ai de paternité. T'as pas envie d'une descendance. J'aime les enfants chez les autres. J'adore les enfants des autres. Mais j'en veux pas moi. Alors peut-être qu'un jour, mais bon, vite, hein, la date de péremption va arriver. Hein. Peut-être qu'un jour, je rencontrerai un homme qui me donnera envie d'en avoir et construire quelque chose avec lui. Je dis pas Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Mais je vais bientôt être ménopausé, sachez-le. Donc les possibilités se restreignent. T'es amoureux? Alors c'est quoi amoureux à mon âge? C'est quoi Oui, en ce moment, oui, mais non, je peux pas encore dire que je suis amoureux. C'est en période d'observation, voilà. Mais les gens en période d'observation, hein, c'est bon, moi, c'est fait. En plus, depuis que j'ai la notoriété, j'ai quand même eu 2 grosses expériences difficiles et douloureuses parce que j'avais pas appréhendé ça aussi, que les dommages collatéraux de la notoriété, c'était qui t'approche, pourquoi. Et que même si tu peux être méfiant, mais tu peux pas être méfiant tout le temps, à un moment, si tu veux vivre des choses, t'es obligé de baisser la garde et de vivre des choses. Et quand tu t'aperçois que tu as été utilisé dans une relation amoureuse, tu refermes un peu plus les portes. Hein, donc, ou alors faut faire que des soirées cagoules pour pas que les gens te reconnaissent, mais c'est compliqué. En tout cas, t'as quelqu'un dans ta vie. En ce moment, oui, il y a une. Mais on est au stade de début de relation suivie. Hein, j'appelle pas ça de l'amour. C'est dur si longtemps, et le fait que tu dises que t'es pas amoureux nécessairement et que c'est pas de l'amour. Bah parce que déjà, amoureux, ça se passe pas comme ça. Mon expérience de vie fait que je fais attention. Puis après, je crois que je le dis dans un de mes sketchs d'ailleurs que plus tu as été habitué à vivre seul longtemps, plus tu deviens exigeant avec les critères de celui qui pourrait éventuellement rentrer dans ta vie. Je dis souvent que tu veux ça, mais toi t'es là. Hein. T'as plus les moyens de tes prétentions, mais tu veux ça. Je dis, et dans mon spectacle, je dis, je sais très bien que je ne suis plus Lady Di. Aujourd'hui, je suis Camilla Parker Bowles. mais alors moi, on me dit, tu laisses tranquille le prince Harry. Toi, c'est le roi Charles. Bah, faut y aller, il est moche, hein, le roi Charles. Tu vois, c'est comme ça que je me décris. Donc je sais que tomber amoureux, c'est compliqué. Rencontrer quelqu'un, c'est facile. Tomber amoureux, c'est difficile. Donc, mais tu sais, j'ai quand même le sentiment. Alors je fais encore une fois, je vais faire la psychologie à 2 balles, vraiment. Mais entre le fait de ne pas vouloir de paternité nécessairement, tu n'as pas la fibre paternelle. C'est ni plus ni moins que donner de l'amour. Et le fait de ne pas nécessairement vouloir déclarer officiellement que tu es amoureux, c'est aussi donner de l'amour. Est-ce que tu as un problème avec le fait de donner de l'amour, une appréhension, une peur que ça te revienne en boomerang d'une manière négative? Je crois que j'ai peur qu'on me le reprenne, surtout. Donc, me déclarer amoureux, c'est risquer une rupture.
Mais de dire j'ai une relation suivie, il n'y a pas vraiment de rupture, ça s'arrête. Elle est plus suivie. Au contraire, c'est beau d'être... Oui, mais amoureux, c'est... Ah, puis, moi, je suis pas amoureux à moitié. Si je suis amoureux, je rentre dans une relation, c'est en entier. J'ai la confiance. Je suis jamais jaloux. Je ne fouille jamais dans les portables parce que justement, et pourtant j'ai souvent été trahi, hein, mais j'ai toujours accepté de faire confiance à l'autre jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire, elle t'arrive toujours. Même si tu la cherches pas, elle finit toujours par Voilà, je sais que je suis protégé, justement. Je sais qu'on me dira que, voilà. Donc, mais quand même, le dernier m'a approché parce que il voulait rencontrer Laurent Ruquier. Il a court-circuité, il a contacté Laurent Ruquier en dehors de moi pour un projet artistique. Enfin, tu vois, c'est ça. Ouais. Après, Mustapha en Allemagne. Stafford, l'Allemagne, mon petit copain de la Lufthansa quand j'étais steward à Air France, j'ai vivais une relation à Francfort et la veille de partir en vacances, il avait rencontré quelqu'un mais il voulait pas me le dire. Mais on partait en vacances le lendemain et il m'a foutu à la porte de chez lui à 3h du matin en plein hiver à Francfort. J'étais dans la neige, mais vraiment Cosette. Hein. Dans la neige, je suis allé à l'aéroport, j'ai dormi dans l'aéroport de Francfort pour venir à Paris et je n'ai plus jamais eu le son et l'image de ce type ce jour-là. Si. Quand je suis devenu célèbre, il m'a recontacté. Voilà. Bah voyons. Ouais, comme tous. Hein. Mais du coup, voilà, donc j'ai quand même un truc où j'ai du mal à m'engager maintenant parce que c'est des petits traumatismes, c'est ça, ouais. Bon, t'es amoureux, mais tu veux pas le dire. Bon, voilà, comme ça, au moins. Je suis amoureux, mais il va attendre un peu plus pour que je me déclare. C'est ça. Ouais. Lui, il l'est non, mais moi, tu sais, moi, je pense qu'en amour, il y a toujours un bourreau, une victime, et moi, souvent, je suis la victime. Donc, c'est toujours moi qui aime plus. Donc, je pense que ça sera moi, au final, qui sera plus amoureux que lui de moi. Lui. Pour l'instant, c'est un peu, mais tout ça, c'est des rapports de force qui s'équilibrent à un moment. 19 000 heures de vol, 15 000 km parcourus dans les couloirs de l'aéroport, 1600 paquets de cigarettes achetés au duty free et 200 pannes de réveil. Ça veut dire 200 vols loupés ? Non, 200 pannes de réveil, c'est depuis que je suis artiste. C'est depuis que tu es artiste. Je pense que c'est mon cerveau qui a enregistré ça, c'est parce que j'ai tellement été habitué et réglementé par la ponctualité dans mon métier de steward. C'est-à-dire qu'un avion part pas sans moi. Donc, il faut être à l'heure et un PNC à l'heure est un PNC en retard. Donc, tu dois anticiper, tu vas être là au moins 2 heures avant. Enfin, donc, vraiment, c'est toute une organisation. Et le jour où je suis devenu artiste, je dis les contraintes horaires, ça va. Surtout, je vois comment ça se passe dans ce milieu. Alors, en plus, je te donne raison. Aujourd'hui, je suis arrivé en retard. Bon, mais ça, c'était pas voulu. Mais la ponctualité, c'est quand même quelque chose avec lequel maintenant je deal un peu parce que je dis ça va. Ouais, j'ai donné. Ouais, mais j'arrive rarement très en retard. Bon. Mais c'est vrai que si j'ai eu quelques loupés au réveil quand j'étais jeune parce que je sortais beaucoup et j'avais des vols le lendemain et souvent je loupais le réveil. Donc ça, c'est tout ça, c'est référencé. Alors, il y a plein d'anecdotes dans cet ouvrage qui s'appelle Le carnet de vol de Jean-Phi, qui est absolument génial. C'est bourré d'anecdotes, c'est drôle. Et tu veux que je te dise que quand on lit certaines des anecdotes, on t'entend. C'est ce qu'ils me disent les gens. Dire dans l'avion. On t'entend les dire dans l'avion. C'est ce qu'ils disent les gens. Oui, c'est vrai. Mais ça se voulait être un truc good vibe, bonne humeur et bien-être. Ouais. Enfin, j'appelle ça un livre de toilette. Tu peux prendre une page au hasard et puis revenir. Mais il y a une réflexion où tu parles de ce monsieur qui dit, où il est perdu, je sais plus quoi, où il dit à un moment donné, je sais plus qui je suis. Ah non. C'est un passager qui était en business et qui venait et qui voulait le siège côté hublot et tout le monde veut les sièges côté hublot, sauf qu'il n'y a pas des hublots par passager. Ouais. Donc j'ai dit non, monsieur, le vol est complet. Il me dit mais j'ai réservé 6 mois. J'ai dit non, tout le monde a réservé 6 mois. Puis j'ai dit là, le fait est c'est que je l'aurais bien fait, mais si personne n'accepte de changer, vous êtes obligé d'avoir votre siège attribué. Et ben il dit mais enfin, vous savez qui je suis. Et là j'ai dit à l'hôtesse, est-ce que vous pouvez aider monsieur parce qu'il ne sait plus qui il est. Et le mec a tellement été désarçonné qu'il a dit bon excusez-moi. Parce que voilà, c'était de l'humour. Hein. C'est de l'humour. Il y a évidemment plein d'anecdotes. Ça s'appelle Le carnet de vol de Jean-Phi. Tu sais que moi j'ai une peur bleue de l'avion. C'est vrai ? Ah mais c'est terrible. Je ne prends jamais un siège après le rang 8. Ah bon ? Alors que statistiquement, s'il y a un problème, tu auras plus de survie en étant à l'arrière de l'avion qu'en étant à l'avant. Mais le problème, c'est que les sensations à l'arrière, me dit-on, sont beaucoup plus intenses. Les turbulences, ça bouge plus quand on est à l'arrière. Oui, mais enfin, il n'y a pas de grande différence. Ça bouge. Quand ça bouge, ça bouge. Ça bouge, quand ça bouge. On est d'accord. Par contre, non, après, je peux comprendre. Mais qu'est-ce qui te fait peur ? C'est les turbulences ? Qu'est-ce qui te fait... Alors, je vais te dire, non, on va faire court, mais je mets un casque anti-bruit. Oui. Tu vois, où tu enlèves, où tu peux enlever voilà, exactement. Je mets un casque qui me permet de ne pas écouter le bruit des moteurs. Ouais. Et je mets un gong
à l'intérieur de Home. Comme ça, pour essayer de me détendre et ne pas entendre le bruit des moteurs. Parce que quand l'avion décolle, d'accord, il y a un moment donné, il baisse de régime. Oui. Et donc, tu as les moteurs qui se baissent. Oui, parce que c'est l'assiette de l'avion. Exactement. Et là, je me dis, il décroche. Et il n'y a rien à faire et je passe ma vie à être phobique en avion. Et pourtant, je le prends très Mais souvent. s'il décroche, il sera comme ça. Hein. Mais c'est horrible. Mais moi, tu sais, moi, à l'époque, parce qu'on pouvait, les gens que je sentais phobiques et qui avaient peur, parce qu'ils te le disent, hein, Bien sûr. en tout cas, tu le vois tout de suite à l'embarquement. Bien sûr, bien sûr. Eh ben, je les emmenais au cockpit. Je fais ça. Je l'ai fait 2 fois. Et ça t'a pas démystifié Si, le truc et alors figure-toi qu'il y a un pilote, à un moment donné, le pilote, il me fait asseoir à l'arrière comme ça, et le pilote, il pose sa main, il pose son genou comme ça, puis il dit « Ah, regardez, il y a Saint-Tropez qui est là, oh, il y a un machin et tout. » Et je vois le type dans une décontraction. Bah oui, parce qu'il y a le pilote automatique. Le pilote automatique, et le mec discute comme ça, et il picore, il mange des trucs, Ouais. et ils sont Nous, on vraiment les sert, on rentre dans le complètement- cockpit, on peut leur parler. Et Non, je c'est me dis- incroyable. Et je me dis, c'est incroyable, ils sont quand même extrêmement décontractés. Mais il y a des gens, moi, il y a des gens au décollage qui m'ont arraché la main parce qu'ils avaient peur. Ils avaient tellement peur que je demandais la dérogation à chef de cabine pour exceptionnellement décoller à côté de la passagère ou du passager qui m'arrachait la main. Après, si c'est un passager qui était pas très agréable et qui vraiment m'avait fait chier, si je sentais qu'il avait peur, eh ben, avec l'hôtesse, on se mettait à côté du siège et je disais, c'est pas normal ce bruit-là. Et alors, tu sais ce que j'ai remarqué aussi quand tu es dans les premiers rangs, en haut, tu as 2 loupiottes, la rouge et la blanche, Oui, qui s'allument. oui, D'accord? Quand les 2 sont allumés, c'est qu'on doit rester attaché. oui, On est d'accord? oui. Et quand il y a le double clung clung, c'est que les hôtesses et les stewards peuvent Peuvent se bouger, détacher, oui. peuvent se détacher. Ouais. Donc tant qu'il n'y a pas le dung dung, vous devez rester attaché. Oui. On est d'accord? Voilà. Et donc il y avait à un moment donné le blanc qui était allumé, et en plein milieu du vol, au moment où on atterrit, le rouge s'allume en même temps. Et il remet les gaz parce qu'il loupe l'atterrissage. Mais s'il remet les gars, ça veut pas dire qu'il loupe. Ça veut dire que, justement, il anticipe et il y a quelque chose sur la piste qui l'empêche de se poser. Exact. Ou c'est des vents cisaillants. Exact. Ou, Il y avait quelque chose qui l'empêchait. Donc il remet les gaz. Mais c'est impressionnant de remise de gaz. Mais c'est sécurisant. Ça veut dire qu'il fait bien son travail. Mais je suis en apnée. Je suis en apnée. Et je vais même te dire, et je te remercie, et je vais te dire pourquoi je te dis un énorme merci. Je te remercie parce que vous n'imaginez pas, ou vous devez le savoir si sans doute, la responsabilité que vous avez sur le sourire que vous avez pendant le vol. Parce que s'il se passe quelque chose, On a un baromètre. le premier truc qu'on On nous regarde, regarde. c'est la tronche des stewards et des, Ah bah oui. et des hôtesses de l'air pour voir si tout se passe bien. Ah oui, quand les gens ils nous voient nous asseoir, nous attacher, ils nous Exactement. regardent. Là, ils se disent, aïe, c'est pas bon. Ah moi je faisais expression, on va tous mourir, on va tous mourir. Le dernier spectacle de Jean-Phi qui s'appelle Tomber du ciel, avec évidemment toutes les dates sur son site internet, point de vente habituel évidemment. Là pour l'instant il y a des dates jusqu'en avril 2026, Ouais. mais ça va continuer. Ah oui, c'est exponentiel, ça grandit. Extraordinaire. Et tant qu'il y a de la demande et qu'on veut de moi, et puis en plus c'est un spectacle qui est vivant, comme son nom l'indique. Ouais. Donc il y a des choses qui changent, il y a des choses que je rajoute. Il faisait 1h05 dans son format de départ, il fait 1h40 aujourd'hui, parce que j'ai toujours des choses à dire, et puis je vois ce que je commence à connaître les gens. En plus, j'ai une grande part d'impro, je me suis une grande liberté d'impro dans le spectacle, parce que j'aime bien le contact des gens, c'est quelque chose qu'on a mis en place pour le rodage. Et quand le spectacle a été construit, je me suis dit, mais non, j'aime ce moment où je vais à l'encontre des gens. Donc ça a un Quitte à leur dire qu'ils ont des pulls dégueulasses. Oui, mais les gens, ils m'écoutent, ils me connaissent bien. Ils m'écoutent aux grosses têtes. Donc je fais partie de leur vie, de leur famille, parce qu'ils m'entendent dans le poste, à la radio, chez eux, sur leur trajet. Donc quand ils me parlent toujours de façon familière. Ils me touchent, les gens, toujours. Donc je sais, et quand je vais dans le public, ils sont jamais avares de parole. Ils ont toujours envie de me parler. Donc ça, c'est une force. J'adore. Quand on a fait l'Olympia, est-ce que c'est pas ça la consécration? Ah, on se sent chargé d'une responsabilité quand on fait l'Olympia, parce que... Les lettres rouges sur le mur avec ton nom, c'est quand même une consécration. Ah, alors ça, c'était... Ouais, moi, ça m'a fait pleurer, ça a fait pleurer mes parents. Et puis, après, ça a été compliqué, parce que du coup, il y avait tellement de pression, il y avait tellement de monde qui venait, et un petit peu comme, tu sais, après, il y a les after-shows, où tu rencontres en loge tout le monde, parce qu'il y a une salle de réception, mais c'est comme un mariage, j'ai vu tout le monde, j'ai vu personne, donc ces moments-là, j'en ai pas vraiment bien profité, mais par contre, investir la scène de l'Olympia, mon Dieu, quel kiff. Voilà, et là, je me suis dit, waouh, ça y est, ta carrière est lancée. Voilà, c'est ce que Exactement. je me suis dit. Ta carrière est Ça y est, lancée. ça démarre. Ouais, ouais. C'est un passage obligé. Ah oui, et les lettres rouges étaient là à 5h du matin quand ils commençaient à les poser. Magnifique.
Magnifique. C'était incroyable. T'as pris des photos? Ah oui, j'ai eu un slow motion de tout au fur et à mesure qu'il pose les lettres. Magnifique. Et je regardais bien qu'il fasse pas de faute à mon nom. Hein. Parce que j'enseigne, j'ai vu écrit dans tous les sens. Je voudrais qu'on termine, Jean-Philippe, avec... il y a toujours un petit questionnaire que je fais très rapide où tu peux répondre par une phrase. C'est un « je pense, je dis ». D'abord, juste sur cette phrase. Quand tu penses, tu dis? Oui, Toujours? oui. On peut Ah, tout de la dire. meilleure je choisis les mots, mais je le dis toujours. Pour moi, le bien-être commence par... Bah, donne aux autres ce que tu veux qu'on te donne. Donc si tu souris, on va te rendre ton sourire. Si tu fais la gueule, on va te rendre ta gueule. Quand je suis confronté à un défi, je me rappelle toujours que... Bah, qu'il y a un message dans chaque chose et que même si je le vis douloureusement maintenant, c'est pour mieux rebondir après. Dans tous les drames de ma vie m'ont permis de rebondir. En fait, je ne serais pas devenu steward si j'avais pas eu ce magasin de fringues qui a fait faillite avec ce mec véreux qui m'a roulé. Et si j'avais pas été steward, je serais pas devenu humoriste. Donc même les pires choses de ma vie m'ont amené quelque part. Donc il y a un rebond. Voilà, je dirais, je me rappelle toujours qu'il y a un rebond. Et tu vois, c'est bizarre, je pensais que tu aurais dit, je me rappelle toujours que j'ai une famille. Oui, j'ai une famille, mais dans 10 ans, je sais pas si je peux encore le dire. Pour moi, le geste ou le rituel qui m'aide le plus au quotidien, c'est... C'est ma prière, ça trite. Ouais. Je prie, oui, j'ai une petite prière tous les jours. Attention, je suis pas une grenouille de bénitier, mais voilà. Et puis c'est, je suis fétichiste des objets, donc c'est. Ah, puis c'est d'avoir ma chatte à la maison, voilà, c'est Duchesse. Voilà, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait un transfert sur cet animal, mais c'est la chatte de mon ex. Hein. Il a abandonné ce chat chez moi, il m'a quitté, il a emmené tous les meubles sauf la chatte. Donc je l'ai gardée et du coup ça fait 13 ans qu'elle fait partie de ma vie, donc c'est une vraie présence. Je l'emmène partout en tournée avec moi. Donc Ah, tu l'emmènes aussi en tournée? Oui, Ah, partout. j'allais dire qui garde Duchesse quand Elle vient en tournée avec moi. Ah, formidable. Pour moi, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, c'est de s'aimer pour aimer les autres. Voilà. et la dernière, ma plus grande source d'énergie positive. C'est ma mère. C'est ma mère. C'est un puits de bonne humeur et même si elle a des moments difficiles, mais quand je la vois, il y a ce truc. Oui, je sais pas. Elle me manque hein, tout le temps, ma mère. Elle me manque. J'aimerais être près du Nord. Et après, j'aimerais qu'elle vienne plus souvent à Paris. C'est compliqué avec mon papa, avec mon père, tout ça. Mais ma mère, je sais que si je pouvais, je l'emmènerais à Paris sur tous les plateaux. Elle adore ça en plus. Elle aime les paillettes, hein, ma mère. Elle aime les paillettes. Donc, c'est ma mère. Ouais. Merci infiniment. Bah, merci pour Merci. ce bel accueil dans ce bel endroit. Chargé, hein, tu m'as dit. Hein, je vais prendre chargé. quelques objets quand même. Je vais prendre 2 ou 3 coussins pour la maison. Hein, en tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment, Jean-Philippe. Toutes les informations pour aller le voir sur scène et en tournée un peu partout en France. Tu fais France, Suisse, Belgique, Canada. Et les États-Unis en septembre. Ah oui, États-Unis en septembre. On fait 10 dates aux États-Unis. Wow. Tout est sur le site. On fait San Francisco, Seattle, Los Angeles, Boston, New York, Miami. Wow. Ouais, j'ai été en tant que steward, j'y retourne en tant qu'artiste. Je suis devenu la Madonna de l'humour là-bas. Hein, ouais, Quand tu vas prendre l'avion, tu prends un Air France avec tes ah, potes. oui, parce que tu sais, j'ai l'avantage, j'ai gardé mes avantages Air France. Ah oui. Comme j'avais 20 ans d'ancienneté, je garde mes avantages. Et ça, c'est à vie? Ah oui. Wow. Ah oui, donc ça c'est un gros avantage. Donc je vais prendre Air France, bien sûr, jetterai mes assiettes par terre, je dirais Bramette. Je dirais c'était plus propre à mon époque. Non, mais je suis content. C'est toujours un grand plaisir quand je remonte dans un avion d'Air France. En plus, c'est un métier qui est quand même compliqué et qui se complique de plus en plus. Ouais. Donc, quand moi je voyage en passager, je regarde mes collègues avec beaucoup de compassion et je vais encore les aider, je vais leur parler, filer un petit coup de main. Mais du coup, c'est très agréable quand tu es dans l'avion. En tant que passager, tu l'apprécies parce que j'ai poussé la charrette pendant 20 ans. Hein. C'est un métier difficile. Hein. C'est un métier compliqué, ouais. Puis tu fais subir à ton corps des grosses variations. C'est pas normal et naturel de jouer avec son horloge biologique comme ça. Et c'est assez ingrat quand même. Hein. Oui, c'est ingrat parce que sur des gens qui sont pas toujours sympas, pas toujours agréables. Ah, je te rassure, il y a quand même plus de gens sympas que de gens pas sympas. Okay. Ouais. Mais il suffit d'un pour que ça te pourrisse un vol. Hein. Il en suffit d'un bien virulent, un bien alcoolisé, un bien bourré ou voilà. Et il y a plus en plus, tu vois, d'incivilité dans les avions. On le voit. Il y a des rapports qui sont alarmants parce que les gens sont plus patients, les gens sont plus tolérants et que c'est un milieu qui est tellement, l'avion c'est tellement démocratisé que n'importe qui voyage, mais il n'a pas forcément les codes ou la bonne éducation pour se faire.
Merci Jean-Philippe. Donc bisous à tous mes collègues et bon courage. Merci infiniment. Merci à On vous. se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Vous commentez avec bienveillance. Allez sur le site de Jean-Philippe Janssen pour avoir toutes les dates de tournée, les villes, en France comme à l'étranger, comme il vient de vous le dire. Et si vous prenez l'avion, ayez une petite pensée pour Jean-Philippe. Vous direz, mais moi je connais Jean-Philippe, donc tout va bien maintenant. Salut à tous, à bientôt. Bisous.